Jules Romain disait « La jeunesse est le temps qu'on a devant soi ». Mais aujourd'hui, nous qui sommes étudiants et jeunes adultes, nous manquons de temps pour changer le monde. Et aux prémices du changement, nous avons rencontré celles et ceux qui cherchent les clés de cette transition écologique. Il y a une prise de conscience qui est vraiment incroyable et hyper positive. La première arme contre le réchauffement climatique, c'est la sobriété. On va se retrouver face à des problèmes et il faut que tous, à notre niveau, on fasse des efforts. Et aujourd'hui, il faut que nous, pays riches, responsables, on réinvente un modèle de société. Et par exemple, toutes ces actions, si on veut qu'elles aient plus d'impact, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Il faut les communiquer. Il faut les communiquer. Mais par exemple, le tri sélectif, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Une fois que c'est mis en place dans l'établissement scolaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Suivre. Ouais, suivre. Vous vous rappelez pas de ce que j'ai fait? Comme sur les bouteilles en plastique? Oui. Supprimer les bouteilles en plastique dans les écoles et remplacer par les gourdes. Ouais, mais comment j'ai réussi à faire ça? Parce que ça va... Ça s'appelle à l'Assemblée. Ça s'appelle à l'Assemblée, non? À l'Assemblée nationale. Donc c'est-à-dire que si vous avez une bonne action qui fonctionne dans votre établissement scolaire, on peut la transformer en Loi. En loi. En France, on a 62 200 établissements scolaires pour 12,8 millions d'élèves. C'est presque 2 Français sur 10. Si on change l'école, qu'on la transforme en une école écologique, les générations qui passeront dans ces écoles, on fera une génération d'éco-citoyens. Donc mon utopie, c'est qu'on arrivera à changer la société en changeant l'éducation. Il y en a qui demandaient qu'il ne faut pas utiliser de pesticides pour l'entretien des espaces verts à Moka et on pourrait fabriquer et installer des hôtels à insectes. Ah ouais, les hôtels à insectes, c'est tout bête ça. Ah, ça vous dirait, on se fait un petit atelier un midi, on se fabrique des hôtels à insectes, on se fabrique des cabanes pour les oiseaux, des graines. Ah, ça peut être sympa à faire ça. Et là, dans la com aussi, vous pouvez communiquer là-dessus. Pour protéger la biodiversité. Ah, ça peut être top ça. Et ça, les mangeoires, on pourrait les mettre après dans la forêt. Le jour où on plantera les arbres, on peut faire aussi on peut les installer en même temps. Aujourd'hui, pour sauver la planète, sauver le climat, bien sûr, on a besoin de la biodiversité. Aujourd'hui, l'homme vit grâce aux autres espèces, mais il faut que les combats au niveau de la protection de l'environnement soient sur diverses thématiques, comme sur l'eau, l'énergie, l'alimentation, la biodiversité, la gestion des déchets. D'ailleurs, ce sont les thématiques que l'on développe dans l'école écologique, mais c'est vrai que la clé de voûte, c'est quand même contenir le réchauffement climatique et donc les gaz à effet de serre. Donc, il y a le changement climatique, il y a l'érosion de la biodiversité, ce sont les deux plus grands enjeux environnementaux actuels. La forêt est la principale solution naturelle de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Quand on est dans les pays, des zones tempérées, des pays dits développés, eh bien on va être sur des problématiques non pas de déforestation, mais de forêts qui doivent s'adapter au changement climatique. On dit souvent que les poches climatiques en France évoluent, voyagent du sud vers le nord à la vitesse de 500 km par siècle. Or la forêt s'adapte, mais à la vitesse de 50 km par siècle. Donc il y a un facteur 10 entre les deux. Et donc il est intéressant de s'interroger sur comment aider les forêts à s'adapter à l'évolution du climat. La biodiversité fait partie des victimes de ce réchauffement climatique. Et lorsqu'on me dit « mais non, mais c'est normal, il y a toujours eu des espèces qui disparaissent, non, mais c'est normal que le climat se réchauffe », aujourd'hui,
la disparition des espèces est 1000 fois plus rapide que dans une extinction normale du cycle de la vie de la Terre. Planter un arbre, c'est un geste initiatique. C'est un geste très fort. Arriver à prendre conscience de son geste quand on met l'arbre en terre, quand on prend finalement le pouls de cet arbre et se dire il va me survivre, ne serait-ce que ça. Cet arbre va me survivre. Super. Est-ce que vous savez quels arbres vous plantez, les enfants? Oui, un hostier. Ok, ça c'est bien. Un machin épineux. C'est quoi que tu plantes? C'est merisier. Ah super, on n'en avait pas encore. « 50% du CO2 émis est stocké dans la biomasse, que ce soit les océans, les forêts, enfin les zones émergées, et 50% est gardé dans l'atmosphère. Et c'est ce CO2 dans l'atmosphère qui pose problème aujourd'hui. Il n'y a pas assez de place sur Terre pour planter toutes les forêts qu'il faudrait planter pour absorber le CO2 qui reste dans l'atmosphère. On plante environ 2000 plants et comme on les plante très serrés, en fait ils vont vraiment interagir ensemble et pousser très vite. Normalement là il y a une petite forêt à côté, ils ont été plantés il y a une vingtaine d'années et nous normalement en 3 ou 4 ans on devrait atteindre à peu près cette densité, cette hauteur. Bravo. Trop forte. On a regardé les émissions moyennes d'un Français, 12 tonnes de CO2 par an. Si ce Français moyen réduit ses émissions en prenant moins l'avion, en prenant des moyens de transport moins émissifs plutôt que la voiture particulière, prendre le transport en commun par exemple. En combinant ces efforts, on arrive à baisser de 3 tonnes environ, passer de 12 tonnes à 9 tonnes par an. Ces 9 tonnes, pour les compenser, il faut planter 5000 arbres dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire planter 5 arbres par mois. Il y a une dynamique très forte en France et dans le monde, c'est l'urbanisation. En France, il y a 70% d'urbains. Dans le monde, on va vers 70% d'urbains. On est plutôt à 50% aujourd'hui. Ne pas mettre de la biodiversité en ville, c'est détériorer la qualité de vie de millions, de milliards de personnes. Donc planter des forêts urbaines, ça me paraît essentiel d'un point de vue social et environnemental, ne serait-ce que pour recréer des îlots de biodiversité dans des zones très artificialisées. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui en somme a toujours existé. Les gens ont toujours cherché à produire un minimum de légumes ou du moins quelques aromates sur leur coin de balcon, sur leur toit, dans leur petite cour ou même dans leur cuisine. L'objectif, c'est vraiment de montrer que c'est possible de cultiver sur un sol aussi hostile qu'une plaque de béton. 2 trous avec 4-5 graines dans chaque? Ouais, 3-4. 3-4? C'est juste au cas où il y en a qui ne marchent pas, comme ça on va les enlever. Ok, et couche solar? On va mettre 2-3 graines par trou. Ok, ça marche. On se fait livrer des bottes de paille sur lesquelles on met d'abord une couche de drèche, qui est le résidu de la fabrication de bière. Donc ce sont des grains fermentés. On met un petit peu de compost et du terreau, et ensuite on peut planter nos plantes directement là-dedans. Quand on jardine, on va reconnecter avec la nature, on va observer les graines, on va s'émerveiller devant les premiers germes, les premières feuilles. Et rien que ça, ça nous rend plus proche de la nature et ça nous donne plus envie de la protéger. Là, c'est intéressant parce que déjà, le citoyen se réapproprie la terre et qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion totale avec la production des aliments. Il y a beaucoup d'enfants, ils ne savent pas comment pousse une carotte, comment pousse une tomate. Même les saisons, on est complètement perdu. On a des produits hors saison tout le temps, toute l'année. Tu y vas une par une.
fait ça délicatement. Let's go to the compost with this. And I'm gonna put the seeds inside. On va écrire que c'est du basilic. Je vais mettre tout ça dans un même pot. Et voilà. L'agriculture urbaine ne remplacera jamais l'agriculture rurale. C'est pas sa vocation c'est vraiment d'être complémentaire. Et je trouve aussi que c'est un bon outil pour sortir des produits phytosanitaires, de l'agriculture intensive et qu'on aille vers la permaculture, vers une agriculture responsable où on arrête la monoculture, on consomme des tonnes d'eau pour des cultures qui n'ont pas lieu d'être sur la zone géographique et où on consomme énormément de produits qui sont néfastes pour la santé et pour la biodiversité. Sur la table chauffante, qui est comme ça, tout à gauche, la dernière. D'accord. En fait, on parle de pollution en ville parce qu'on a une pollution très visible et très médiatisée des voitures, on parle de pics de pollution, etc. Mais finalement, en milieu rural, on a une pollution tout autre qui vient de l'agriculture conventionnelle, où les agriculteurs vont asperger leur culture de pesticides et d'engrais qui peuvent contaminer même les champs voisins, même s'ils sont en bio. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'agriculture urbaine, c'est que ça nous fait vraiment prendre conscience des saisons. Du coup, ça nous pousse à consommer plus les légumes de saison et aussi de façon plus locale. Donc on va moins faire appel à toutes sortes de transporteurs, que ce soit des grands bateaux ou des camions pour acheminer notre alimentation. Et par là, ça réduit énormément notre impact sur l'environnement en termes d'empreinte CO2. Mais elle a poussé tout de suite, hein. Dès que j'ai planté, le deuxième jour, ça pousse. Les haricots, ça pousse bien. Oui, parce que c'était pas de la vitre et donc il y a du soleil, donc tout de suite, j'étais étonnée. Mais ça, si vous voulez, je pense que vous pouvez le planter dans le châssis, si vous arrosez bien, parce que comme ça restera bien au chaud. Ce qui pousse les gens à agir, c'est d'être profondément, d'être ému, d'être touché depuis l'enfance et de vivre, d'avoir un mode de vie qui fait attention à respecter la nature et les autres dès l'enfance. Donc plus on atteint les personnes jeunes, donc dans des maternelles et dans des écoles et au sein des familles, plus les gens vont avoir vraiment un amour pour la nature et vont avoir envie de la protéger. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment important de sensibiliser les générations le plus tôt possible. C'est toi qui as fait les panneaux, non? Ils sont beaux, hein? Ok, le soleil. Où est-ce qu'on met le soleil? Le soleil, on va le mettre Très 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 importante, c'est que tu laisses pas tes doigts près de la vis quand elle est en train de tourner. Tu commences par la faire tout doucement. Puis là, tu appuies fort. Et ensuite, tu pousses en fait. Voilà! C'est ça comme une chef. Ça, c'est doit être du romarin. C'est du romarin, là, on prend ça. Bon appétit, Jean. Il est trop bien mangé. C'est ton premier vélo avec des vitesses. Ça se trouve, ça m'ira jusqu'à 13 ans. Je suis toute petite, moi. Et surtout, je voulais plus le vélo qu'Élise. Mais quand tu vas revenir, on va faire du vélo dans le parc. Exactement. Tu fais un petit peu à côté avec ton casque. Et quand je reviens, on va dans le parc. C'est moi qui vais apprendre déjà. Vas-y. C'est où? Là-bas, papa il va t'aider. Le zéro déchet, c'est pas forcément atteignable tout de suite et c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est
Pour moi, en tout cas pour notre famille, c'est de diminuer énormément ces déchets. On fait une poubelle par mois, une poubelle de 20 litres. Et avant, on avait une poubelle de 20 litres tous les jours, tous les 2 jours. Donc on a vraiment diminué beaucoup, beaucoup. Il y a quand même des choses qui sont difficiles. Par exemple, nous, on mange bio. Et le beurre bio, on n'en trouve pas en vrac. Donc on préfère acheter avec un emballage autour parce qu'on préfère acheter français et bio que d'acheter du beurre en vrac qui vient peut-être d'un autre pays d'Europe et qui répond pas à ce que nous, on attend. On regarde bien. Hop, moi je vais allumer. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Savon de Marseille. Marseille, bravo. À toi. Bravo. Et 3, bravo. Attends, non, après. Là, tu vas touiller. Regarde, j'ai sorti. Alors, juste écoute, c'est de l'eau chaude, hein, d'accord? On fait très attention. Doucement, je vais t'aider. Ah, bah oui, je sais, tu veux tout faire. Ça te donne envie, cette petite mousse, hein. C'est comme le bain. Mais c'est pour le linge. Allez, stop. J'aime bien mélanger. Le plus gros changement, ça a été notre façon d'appréhender notre consommation et notre vie. En fait, quand on veut acheter quelque chose, déjà, il faut que ça soit pas remplaçable, qu'on en ait vraiment besoin, vraiment envie, et que ça soit quelque chose de réutilisable et de qualité. Ah oui, vous pouvez tout prendre. Ça nous oblige à consommer différemment, mais c'est vers ça qu'on s'oriente. Et nous, on ne va pas faire nos courses dans les supermarchés, on essaye de privilégier les petits commerces. Nos courses, c'est de prendre nos petits pots et puis de mettre dedans, et puis parfois de demander. On a très peu de refus. J'essaye toujours, alors parfois quand j'arrive dans des nouveaux endroits, il faut arriver à être un peu sûr de soi, faire comme si de rien n'était. Et c'est vrai que franchement, j'ai dû avoir en 7 ans 3-4 refus. Et quand on refuse de me donner les boîtes, en fait, je laisse les articles et je m'en vais. On a le pouvoir de changer les choses parce que l'argent qu'on dépense, en fait, si on ne le dépense pas dans quelque chose, ce quelque chose, il ne sera plus produit. Et si le client sont demandeurs de vrac, sont demandeurs de zéro déchet, les producteurs qui ne voudront pas perdre de part de marché vont s'adapter. Il y a plus de demandes, on modifie l'offre. Donc il faut plus qu'il y ait de familles zéro déchet pour qu'on passe au vrac, et ainsi de suite. Il ne faut pas croire que les éco-gestes vont sauver le climat. Les éco-gestes vont sauver la biodiversité. Aujourd'hui, il faut qu'on change en profondeur tout notre système de production, tout notre système économique, et qu'on devienne même des éco-citoyens. On aurait aussi aimé avoir un peu plus de local dans les plats qui nous sont proposés, parce que là on a pas mal de diversité, mais le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de local ou d'agriculture biologique. Je dis pas qu'il faut entièrement passer au local ni au bio, mais au moins essayer d'améliorer un peu ça, c'est un peu... Et aussi, un autre truc qu'on voulait rajouter, c'est faire un repas sans viande une fois par semaine. Sortez les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que manger de la viande tous les jours, ou de la charcuterie tous les jours, ça favorise les cancers. Vous n'avez pas besoin de viande pour être en bonne santé, tous les jours. C'est-à-dire tous les jours manger de la viande, c'est pas forcément intelligent au niveau de la santé, au niveau économique et au niveau de l'éthique. N'oubliez jamais, argumenter, argumenter, argumenter. Toujours. Il faut qu'on aille vers la décroissance. Consommer moins, mais mieux. Ralentir ce rythme infernal, parce que la planète, elle ne peut pas suivre. D'ailleurs, Pierre Rabhi dit quelque chose de très intéressant. Comment est-ce qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini? C'est pas possible. La ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet, vous connaissez? Qui est à côté de Saint-Malo. Le maire, il m'a dit qu'il avait sûrement des terres, mais passer de sûrement à des terres à définir un terrain, trouver une date, se mettre d'accord, il y a encore du chemin. Ça fonctionnera mieux si ça vient de vous, la demande. On pourrait lui demander de venir au collège. Très bonne idée.
Donnez, on va l'appeler. On va voir s'il répond, sinon on lui fait un message. On peut l'inviter, comme ça, ça sera plus facile pour négocier des terrains. Ah, il ne va pas répondre, je pense. Bonjour Monsieur Richeux, Julien Moreau à l'appareil. Je vous appelle, je suis avec les élèves du collège Moka et on est en train de discuter ensemble de comment est-ce qu'on va faire cette fameuse forêt en fin d'année. Et les enfants voulaient vous proposer de vous rencontrer. Donc ils vont vous envoyer un petit courrier ou un email. Vous voulez dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on a un petit groupe de 15 élèves qui vont vous contacter. Merci à vous, bonne journée Monsieur Richeux, au revoir. Hop les, tip top. Faut pas hésiter à appeler les gens. Hein. La majorité des gens ne connaissent même pas qui les représente à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est notre maison. C'est là où on porte notre voix. Mais il faut prendre à bras le corps sa citoyenneté, ne pas oublier que c'est une chance et qu'on peut se faire entendre auprès de nos parlementaires. Et sachez que ce qui est lancé là maintenant, ça dépend de vous en fait. Si demain les adultes ils vous disent non, on arrête la commission développement durable, non, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui faites les choses si vous avez envie de le faire. Si vous le faites de manière constructive, intelligente, sur le long terme, vous allez gagner. Il est vrai qu'il y a un niveau de conscience qui est là, mais il y a un niveau d'action qui reste très faible. Et souvent, les jeunes, primaire, collège, lycée, ils ne savent pas comment s'organiser. Ils ne savent pas quel type d'action mettre en place. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des acteurs qui leur proposent des actions concrètes. Vous imaginez si en fin d'année, on arrive à avoir notre forêt, on met les insectes, les hôtels à insectes, les mangeoires, que vous avez lancé le tri sélectif, qu'il y a un événement, franchement, ce serait incroyable. La nouvelle génération qui arrive, c'est pas celle qui sauvera le climat. Celle qui sauvera le climat, c'est nous, maintenant, tout de suite. Et je me dis que parfois, convaincre des adultes, c'est fatigant. Motiver des jeunes qui vont motiver leurs parents, c'est aussi un chemin à suivre. En 18 ans de scolarité, on ne nous a jamais poussé à l'action. On nous a rapidement parlé du tri sélectif, mais ça s'arrêtait là. Et pourtant, quand on voit ces jeunes agir, on comprend que cela aurait été possible. Aujourd'hui, il faut que tous, enfants, adolescents et adultes, prenions part à cette cause. Et ensemble, devenons les citoyens de demain.